Il y a une question que presque tout le monde s'est posée au moins une fois. En silence, seul, souvent tard le soir. Est-ce que je suis assez intelligent? Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question profondément humaine. Le désir de comprendre plus, de voir plus loin, d'être à la hauteur de ce que la vie nous demande. Pendant longtemps, on a cru que l'intelligence était une donnée fixe, un plafond, quelque chose qu'on héritait à la naissance et qu'on ne pouvait pas dépasser. La science a changé de réponse. Le cerveau humain est plastique, il se remodèle, il crée de nouvelles connexions jusqu'à la fin de la vie. C'est ce qu'on appelle intelligence n'est pas un don figé, c'est un terrain qu'on peut cultiver. Cette vidéo, c'est le récit de ce terrain et de comment l'habiter mieux. Chapitre 1. Lire autrement. Il fut un temps où lire était un acte rare, précieux. On allait chercher les livres comme on va chercher de l'eau, parce qu'on en avait soif et parce qu'il n'y en avait pas partout. Aujourd'hui, les mots sont partout et paradoxalement, on lit moins bien. On consomme, on zappe, on absorbe des fragments, des titres, des résumés. Et cette façon d'ingérer l'information donne une illusion de savoir sans en construire la profondeur. La vraie lecture est différente. Elle demande de s'arrêter, de rester avec une idée, de la laisser résister, déranger, transformer quelque chose en soi. Un livre bien lu, un seul, peut changer la façon dont on voit le monde pour des années. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de profondeur. Chapitre 2. Expliquer pour comprendre. Richard Feynman était l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, prix Nobel génie reconnu. Et pourtant, sa méthode d'apprentissage tenait en une seule phrase. En une phrase plutôt simple. Si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu ne le comprends pas vraiment. Ce principe porte son nom aujourd'hui, la technique Feynman, et elle repose sur une vérité inconfortable. Dans notre tête, tout paraît logique, c'est fluide, évident, cohérent. Mais dès qu'on essaie de le dire à haute voix, de le mettre en mots pour quelqu'un d'autre, les failles apparaissent. Ces failles, ce ne sont pas des échecs, ce sont des cartes. Elles indiquent exactement où le travail doit répondre. Enseigner, écrire, expliquer, peu importe la forme. L'acte de formuler force la clarté. Et la clarté, c'est l'intelligence qui devient visible. Chapitre 3. L'inconfort de douter. On aime avoir raison, c'est profondément humain. Le cerveau récompense la certitude et résiste, parfois violemment même, à ce qui contredit ce qu'on croit déjà. La pensée critique ne consiste pas à douter de tout. Ce serait du nihilisme, pas de l'intelligence. Elle consiste à avoir le courage d'interroger ses propres certitudes, à chercher sérieusement les meilleurs arguments contre ce qu'on croit. Parce qu'une opinion qu'on n'a pas testée n'est pas vraiment la nôtre. C'est une opinion qu'on a reçue, absorbée, sans l'avoir vraiment choisie. Lire des auteurs qui pensent différemment, pas pour les réfuter, pour les comprendre, c'est un acte rare, un acte d'intelligence rare et un acte de liberté. Chapitre 4. L'art des connexions. Ce qui distingue souvent les esprits qu'on perçoit comme brillants, ce n'est pas qu'ils connaissent plus de choses, c'est qu'ils voient des liens là où les autres voient des cas séparés. Un principe économique qui éclaire un comportement humain, une loi de la physique qu'on retrouve dans la dynamique des organisations, une métaphore biologique qui explique quelque chose en psychologie. Ces connexions, on les appelle des modèles mentaux, des outils de pensée, et plus on en accumule à travers des lectures variées, des expériences diverses, plus le monde devient illisible. Le monde ne change pas, mais la façon dont on le voit, elle,
peut changer radicalement. Et c'est précisément ça, grandir intellectuellement. Non pas savoir plus, mais voir mieux. Chapitre 5. Le corps et le cerveau. On parle souvent de l'intelligence comme si elle vivait uniquement dans les idées, dans les livres, dans les pensées abstraites. On oublie qu'elle vit d'abord dans un corps. Le sommeil est la priorité absolue. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas de la paresse. C'est le moment où le cerveau consolide ce qu'il a appris, où il élimine les déchets accumulés dans la journée, où il réorganise ses connexions. Sacrifier le sommeil pour gagner du temps, c'est un calcul perdant à chaque fois. L'exercice physique stimule la production d'une protéine appelée BDNF, un fertilisant pour les neurones. Le cerveau qui bouge est un cerveau qui grandit. Et le stress chronique, ce bruit de fond permanent que tant d'entre nous ont normalisé, il attaque silencieusement les zones du cerveau liées à la mémoire et au jugement. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son intelligence. Ce n'est pas séparable. Chapitre 6. Le poids de l'entourage. Il y a une phrase que beaucoup connaissent, mais que peu prennent vraiment au sérieux. Tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité neurologique. Le cerveau s'adapte à son environnement social. Il calibre son niveau d'exigence, de curiosité, de profondeur sur ce qui l'entoure. Des conversations qui stimulent, qui dérangent, qui ouvrent. Elles laissent des traces, elles tirent vers le haut. Et l'entourage, au sens large, inclut aussi les voix qu'on choisit d'écouter, les podcasts, les conférences, les livres écrits par des gens qui ont vécu et pensé différemment. On choisit ces influences plus qu'on ne le croit. Et ces choix, cumulés sur des années, façonnent profondément qui on devient. Chapitre 7. Écrire pour se voir penser. Il y a quelque chose d'étrange qui ne passe pas quand on écrit, qui se passe plutôt quand on écrit. Dans la tête, les idées semblent claires, organisées, presque évidentes. Et puis la plume touche le papier et les mots refusent de venir comme prévu. Parce qu'écrire, c'est obliger la pensée à se préciser, à choisir un mot plutôt qu'un autre, à construire une phrase qui tienne, à aller jusqu'au bout d'une idée sans se perdre en chemin. C'est un miroir, et comme tout miroir, il révèle ce qu'on ne voyait pas. Un journal d'idées, des notes sur ce qu'on lit, un essai court sur un sujet qui résiste. On n'écrit pas pour publier, on écrit pour penser mieux, pour se rencontrer soi-même à un niveau que la conversation ordinaire n'atteint pas. Chapitre 8. La curiosité. La curiosité qui creuse. La curiosité est peut-être la plus belle des qualités intellectuelles, mais elle a deux visages. Il y a la curiosité dispersée, celle qui touche à tout, effleure, passe. Elle donne un sentiment de culture, mais elle construit peu. Et il y a la curiosité qui creuse, qui choisit un territoire et qui descend vraiment, qui cherche les fondements, pas seulement les surfaces, qui pose des questions que d'autres trouvent inutiles parce que ce sont souvent les plus importantes. Cette curiosité-là développe quelque chose de rare, l'intuition. Cette capacité à voir juste, presque sans effort apparent, mais qui est en réalité le produit d'années d'exposition profonde à un domaine. Conclusion, lire en profondeur, expliquer pour comprendre, questionner ses certitudes, relier les idées, soigner son corps, choisir son entourage, écrire pour penser, creuser avec curiosité. 8 leviers, pas de raccourci, pas de hack.
Devenir plus intelligent, ce n'est pas une destination, c'est une direction, un mouvement lent, régulier, souvent imperceptible au quotidien, mais qui transforme profondément sur la durée. Le cerveau répond à la régularité, pas à l'intensité ponctuelle. Commence aujourd'hui avec une chose, une seule, et dans un an, tu ne verras plus le monde tout à fait de la même façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker si ça t'a fait plaisir et abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.